Honnêtement, rien que le fait de reprendre ma caméra, ça me rendait fou. Non, je pouvais plus en fait. C'était plus moi en fait. Il y avait vraiment un déphasage entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois K-Style. Il nous vient de Belgique. C'est un ancien YouTuber qui fait toujours des vidéos, mais qui a décidé de se recentrer sur la production musicale. On va pouvoir évoquer son parcours et cette transition avec lui aujourd'hui. Salut Quentin, comment vas-tu? Yo, bah écoute, je vais très très bien. Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous écoutent là maintenant. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Très content de te recevoir aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur tes débuts sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer? Alors, en fait, pour la petite anecdote, c'est qu'à la base, je viens pas du tout de YouTube. Moi, à la base, YouTube, c'était juste un moyen de communication, en fait. Je fais de la musique depuis que je suis très, très jeune. Donc, depuis que j'ai 13-14 ans, je pense, j'ai commencé en fait dans un groupe de punk rock. Rien à voir avec le hard, quoique on y arrive tout doucement. Enfin, je trouve avec les influences que j'essaie de mettre maintenant dans certaines de mes musiques. J'ai toujours été issu de la musique en fait de base. J'avais donc je tournais pas mal du côté de Tournai donc en Belgique, hein. Et ça se passait bien, je faisais des petites soirées et tout. Et puis après, j'ai pu décrocher une résidence, entre guillemets, dans un club qui s'appelle l'H2O, où j'organisais aussi les soirées, où j'avais l'occasion de mixer, en fait, assez régulièrement. Et suite à cette petite expérience, en fait, c'était arrivé quand? Ça devait être vers 2015-2016. J'ai vu un peu l'essor de YouTube, tu vois, un peu YouTube popper. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose en rapport avec ce que moi j'aime, donc la musique et le fait que je vais souvent au festival, et en fait mélanger un peu tout ça, faire un peu du lifestyle, mais version festival et DJ. Je me suis dit, bah vas-y, on va tester, on va se mettre sur YouTube, on va faire des vlogs en fait de tous les festivals que je fais sans prétention en fait dans un premier temps. Au final, ça a eu un bon petit succès. Du coup, j'étais très très content. Je me suis servi en fait beaucoup de YouTube comme comme un moyen en fait d'axer ma communication. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, je me suis laissé emporter par cette casquette entre guillemets de YouTuber, même si j'aime pas trop le terme. Si on revient un petit peu aux origines de cette passion, comment toi tu avais découvert la hard music? La hard music. Alors j'avais mon meilleur pote qui s'appelle Martin, qui était fan de hard. Et en fait, tout bêtement, en fait, moi j'avais vu passer, c'est dans mon feed Facebook de l'époque, le vieux Facebook de 2011-2012, où t'avais des fois ouais, des petites pubs pour Tomorrowland, t'avais, enfin, tout cet univers-là en fait m'intéressait. Moi à l'époque, tu sais, tu mélanges un peu tout au tout début quand tu commences, hein. Écouter un peu de house, de l'EDM, puis j'ai commencé à écouter un peu de hard et c'est justement Martin, mon meilleur pote, qui me disait ouais, vas-y, le hard, c'est mieux que le reste. Et j'étais là en mode ouais, je sais pas, j'aime bien, mais voilà, il y avait aucun style qui me parlait un peu plus que l'autre. J'aimais bien un peu tout, quoique j'aimais beaucoup le DM à cette époque-là. Ce qui m'a vraiment fait tomber dans la hard music, c'est l'album de Koon, The Challenge. Et il y a toujours ce rapport un Ok. peu à YouTube et à la communication. Ce qui est marrant, c'est que, alors je sais pas si t'as connu toi l'album The Challenge de Koon, mais en gros, il avait teasé son album sur 30 jours et il postait régulièrement des vlogs en fait sur YouTube où il montrait un peu l'avancée de son album. Et il y avait notamment pas mal de collabs. C'est là que j'ai connu Datwikas, Wasted Penguins, c'est tout ça grâce à cet album. Hard Driver. Et donc tu le vois en fait dans. Enfin, c'était les vieux studios, c'était encore leur chambre à l'époque. Euh, et du coup, ouais, moi j'ai commencé à écouter le hard via Koon en fait en premier lieu. Et là, c'est vraiment cool l'album The Challenge qui m'a fait mordre au hardstyle. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait ma première Continent. Après, c'est terminé, t'écoutes plus de DM, hein. Tu te dis, bah non, le hard, en fait, Martin, il avait raison, c'est beaucoup mieux, quoi. Et du coup, bah, tu tombes dedans, en fait, tout simplement. Et comme je faisais énormément de musique, en fait, à la base, j'avais un groupe, donc, comme j'ai dit au début, de rock, un peu punk. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours être à plusieurs, tu vois, pour que ça fonctionne bien. Et on avait tous un peu notre vie à côté, et on était tous aux études, entre guillemets. Et du coup, ouais, c'était un peu compliqué pour les répètes. Puis il y avait le manque de motivation aussi bien souvent qui faisait que bah, on n'était jamais tous là. Et moi, ça me frustrait un petit peu parce que j'avais vraiment cette envie de faire de la musique. Et en fait, j'ai découvert via le guitariste en fait du groupe, c'était FL Studio. Et je me suis dit, Ok. putain, je peux faire de la musique en fait chez moi tout seul, tranquille. J'ai découvert en fait la musique électronique en même temps que j'ai découvert FL Studio. Et je me suis dit, ah oui, c'est comme ça que les DJ composent leur musique. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser. Au fur et à mesure, je suis tombé dans le hardstyle. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire du hardstyle. Tout est lié. T'as pas mal parlé de la communication, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que vidéaste, puisque tu avais eu les deux casquettes. Pour toi, c'est Ouais, quoi ouais. la clé pour se rendre visible? Il n'y a pas de clé.
En vrai, il faut juste tester et y aller. Voilà, sans prétention et sans dire que moi j'ai une bonne com, c'est pas du tout le sentiment que je veux faire passer, mais si je peux donner un conseil par rapport à la communication, ouais, c'est regarder en fait ce qui se fait en général et t'inspirer en apportant un peu ta touche. Il y a des fois ça passe, des fois ça fonctionne super bien et des fois ça fonctionne moins bien. Et quand ça fonctionne moins bien, faut essayer de se dire pourquoi ça a fonctionné moins bien. Et quand ça fonctionne super bien, faut aussi se poser la question de pourquoi ça a fonctionné super bien et qu'est-ce que je peux mettre en place pour grandir ma com encore plus et toucher peut-être plus de monde. Mais ouais, c'est quelque chose qui me passionne énormément, la com. J'adore ça, enfin savoir pourquoi les gens ont cliqué, pourquoi les gens sont partis de ma vidéo à cet instant précis. Enfin, tu vois, ça c'était vraiment le côté YouTube où j'étais vraiment très très matrixé par ça, pour essayer d'avoir le meilleur taux de rétention possible. Et c'est quelque chose de très bien au final parce que maintenant que je mets vraiment le côté donc artistique et musique à 200% en avant, toutes les petites astuces, je les mets en fait en pratique dans mes TikTok, Facebook, sur Instagram. Enfin, j'essaye de me servir de ce que j'ai déjà acquis pour continuer à créer des choses. Qu'est-ce qui t'avait poussé à l'époque à réduire le nombre de vidéos et à te recentrer un peu plus sur l'activité en studio? Du coup, donc YouTube est intransigeant. Faut savoir que pour faire des vues sur YouTube, en règle générale, après, il y a toujours des exceptions qui cassent un peu les codes, hein, mais faut être très actif, très très actif. Et du coup, j'avais commencé mes vidéos YouTube en fait par une par semaine, ce qui était totalement tenable. Et ensuite, je suis parti sur 2 vidéos par semaine, qui étaient tenables, mais c'était un rythme beaucoup plus poussé quand même. Donc, je me rappelle que je mangeais YouTube, je dormais YouTube, je vivais YouTube à 200%. Faut savoir que j'ai un boulot à côté. Rien à voir avec la com, rien à voir avec YouTube, rien du tout. Dans la finance, donc ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais. Mais du coup, ouais, j'étais vraiment matrixé YouTube. Je terminais le boulot, je rentrais chez moi, on écrit la vidéo, on prend des informations un peu partout. Ouais, on écrit la vidéo, tourne la vidéo, on contacte les gens qu'il faut aussi. Maintenant, j'ai besoin de personnes pour faire le tournage. Tout était vraiment millimétré. Mon emploi du temps était hyper calibré. Et en fait, je me suis un peu fait rattraper par le rythme, tout simplement. Peut-être aussi dans le personnage dans lequel je m'étais enfermé. Alors, j'ai toujours tenu à être naturel et vrai dans mes vidéos parce que pour moi, c'était important. Malheureusement, les codes YouTube veulent que alors, les codes YouTube ou moi-même, peut-être, j'ai voulu que, c'est possible aussi, tu t'enfermes un peu dans ce personnage de tout est beau, tout est rose, tout est gentil. Malgré que des fois, forcément, comme tout le monde, t'as pas forcément envie de mettre énormément d'énergie ou, tu sais, t'as un moment un peu plus down, en fait, tout simplement. Mais du coup, ouais, donc je focusais ça à fond, j'étais à fond dedans. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, et c'est arrivé juste avant le Covid, et c'est très bien que ce soit arrivé vraiment avant le Covid. Ouais, merde, je me retrouve plus tellement dans ce que je fais. Enfin, est-ce que j'ai vraiment encore quelque chose à apporter via YouTube? Parce que de base, j'étais venu sur YouTube pour aussi montrer ce que je sais faire dans la musique. Au final, je le montre pas. Enfin, alors je mixais de temps en temps et je vais pas mentir non plus. Le fait d'avoir lancé ma chaîne YouTube m'a permis d'avoir de très beaux bookings, mais ça a pas tout fait non plus. Ouais, non, le côté YouTuber en fait ne me correspond plus ou ça me dérangeait pas qu'on disait YouTuber en fait à la base. Au fur et à mesure du temps, je me reconnaissais plus dans ce terme-là en fait, où on mettait dans la même case. Alors entre guillemets, hein, Squeezie, Amixem. Et je me suis dit, merde, vas-y, on va prendre une pause. Donc, c'était été 2019. On va prendre une pause, on va ralentir un peu les festivals, donc sur septembre, octobre, novembre. Et décembre, on va ralentir un petit peu, même le rythme, on va repasser à une vidéo par semaine. Et en fait, même avec une vidéo par semaine, je me disais, bah non, en fait, ça m'anime plus, en fait. Je le faisais vraiment sur la fin, je le faisais en mode, bah vas-y, c'est parce qu'il faut le faire. Mais en fait, il fallait pas, enfin, personne ne m'obligeait à le faire, c'est moi-même qui m'obligeais à le faire. Et je me disais, bah, en fait, j'ai plus l'impression d'apporter quelque chose. Des gens ont trouvé ça bizarre, ils m'ont dit, bah si, continue, mais moi, enfin, pour moi, ça sonnait faux, en fait. C'était plus, ça correspondait plus à ce que je voulais véhiculer. Et en fait, le Covid est arrivé juste après. Covid, c'était une belle claque, hein, vraiment une très très belle claque. Mais d'un autre côté, j'en tire beaucoup de positif quand même, parce que ça m'a permis de me recentrer, entre guillemets, sur moi-même et sur ce que je voulais réellement faire et ce que je voulais être sur les réseaux sociaux et aussi dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça m'a permis en fait de me détacher de YouTube. Bon, le Covid, on en a parlé pendant 2 ans, hein. Même si pendant un moment c'était revenu, on pouvait ressortir, mais je vais dire que ça a bien duré 2 ans où je me suis dit bah vas-y, on va réouvrir FL Studio et on va faire de la musique en fait parce que enfin je kiffe faire de la musique, c'est un truc de fou depuis que je suis tout petit, enfin c'est comme ça. Et là je me suis dit bah ça va pas trop, vas-y, on va refaire comme tu faisais avant en fait. Tu vas faire de la musique. Et du coup je me suis focus
sur FL Studio. J'ai ouvert mon serveur Discord où j'ai invité plein de petits compositeurs aussi à venir me rejoindre. On pouvait échanger ensemble. J'ai essayé de reprendre YouTube en plus quand le Covid est parti en me disant bah vas-y, on va réessayer de faire quelques petites vidéos. Tu vois, ça n'est pas de mal. Et ouais, honnêtement, rien que le fait de reprendre ma caméra, ça me rendait fou. Non, je pouvais plus en fait. C'était plus moi en fait. Il y avait vraiment un déphasage entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Et je me suis dit bah non, mais ce que tu veux faire en fait tout simplement, c'est de la musique et c'est ce pourquoi t'es fait à la base en fait. Donc bah fais-le tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et des fois, faut s'en tenir à des choses simples. Et je me suis dit bah vas-y, feu, on se lance à 200% dans la musique. Du coup, je suis content parce que je me suis dit au début, j'espère que ça va prendre, tu vois, le youtubeur qui fait de la musique. Je sais que ça pourrait être tendu, tu vois, les gens ils pourraient se dire ouais non mais la double casquette c'est pas possible, tu peux pas être youtubeur et DJ en même temps. Et ben je voulais justement prouver aux gens que alors les deux en même temps peut-être, passer de l'un à l'autre, c'était possible. Et bah, je pense que c'est challenge réussi là. Maintenant, la plupart des gens qui parlent, c'est plus par rapport aux vidéos, mais c'est vraiment par rapport aux musiques, par rapport au booking. Et alors, autant quand on voulait me voir en mode youtubeur, j'étais gêné. Autant quand on vient me voir en mode artiste, ça me fait hyper plaisir. Tu as ressorti Yes. un nouveau morceau récemment qui s'appelle Fall Again. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire derrière cette track? Alors Fall Again. Alors justement, quand je parlais d'influence un peu rock, je pense que c'est la première musique que j'ai réellement fait avec ces influences-là. Je trouve qu'il y a une petite influence un peu pop rock, un peu mélancolique, et c'est ce que j'aimais beaucoup en fait dans le vocal. J'ai démarré avec le vocal en fait du morceau, et j'ai construit en fait toute la musique autour, et je me suis dit ouais le vocal il fitterait trop bien avec un peu rock comme ça, un peu pop. Enfin, je sais pas si tu vois de quelle vibe je veux parler. Un drop mélo, sans trop rentrer dans le détail. Donc la track a été faite il y a un moment hein, que je l'ai terminée celle-là. Il y a plus d'un an, il y a un an et demi que la track est terminée. Et en fait, je trouvais pas de bon moment pour la sortir. La version qui est sortie là maintenant sur Spotify, c'est pas du tout la version originale qui avait été faite justement il y a un an et demi. Cet été, je l'avais remis au goût du jour parce que bah, j'avais rebossé en fait un peu tout mon son design, donc mes sonorités, lead, kick et tout ça, j'avais tout revu cet été. Je me suis dit tiens, c'est dommage de sortir une musique avec encore les sonorités d'avant, donc on va la mettre au goût du jour. Et en fait, j'ai bossé encore énormément la prod ici récemment, et je me suis dit non, vas-y, elle est déjà dépassée. Du coup, je vais la remettre encore au goût du jour. Et du coup, bah, c'est ça qui a fait la version définitive qu'on a là, avec les kicks qui me représentent, le nouveau lead, nouveau mixage bien propre et tout. Du coup, voilà. Autrement, il n'y a pas d'histoire spécialement sur ce morceau. C'est juste, ouais, le premier morceau où j'ai réellement mis cette vibe pop rock. J'ai insufflé ce vent-là, on va dire, sur cette track. C'est la première fois que je fais ça. Et il y en a une prochaine qui devrait sortir avec du bon vieux métal. Ça, ce sera pour la suite. J'ai d'ailleurs teasé il y a pas, enfin, j'ai teasé, je pense, hier, hein, le drop sur Facebook, mais on n'entend pas les parties justement métal et tout ça, mais c'est quelque chose que je veux mettre en avant aussi dans mes morceaux. Est-ce que tu travailles avec d'autres producteurs francophones? Et si oui, de quelle manière? Il y a mon serveur Discord, ce que j'aime bien faire, bah, je fais des live Twitch encore actuellement. J'ai pas totalement perdu cette casquette, on va dire, d'influenceur. Et au travers de ces émissions, en fait, sur Twitch, je fais pas mal d'écoutes de prod, et c'est via ces écoutes de prod, en fait, que je suis rentré en contact avec pas mal de compositeurs naissants. Je pense notamment à Charmendo, avec qui je passe énormément de bons moments et qui a très très bien évolué en prod. Ouais. Il y a aussi KRD, qui était chez Acros et qui ici a pas mal de plans, mais je peux pas teaser ça ici malheureusement. Mais un bel avenir devant lui, ce jeune homme, et encore plein d'autres petits compositeurs qui demandent à se faire connaître. Et j'aime bien avancer aussi en groupe, et c'est un truc que j'adorerais mettre en place par la suite. Réussir vraiment à créer une sorte de groupe en fait, avec des potes, mais compositeurs aussi. Je bosse en collaboration avec Fragment Event, je sais pas si tu vois c'est qui. Non, pas du tout. Ils organisent des événements du côté de Tournai, tout ça, et avant du côté de Liège, enfin dans la région wallonne, donc la région francophone en Belgique.
J'apporte ma touche, moi, au niveau de la line-up et tout ça. Et j'essaye toujours de mettre en avant des gens des compositeurs qui sont francophones, premièrement, vu que c'est la plupart des gens que je côtoie et qui sont naissants, en fait. Parce que je pense qu'il y a énormément de talents francophones qui demandent à se faire connaître. Parce que malheureusement, en France ou en Wallonie, on n'a pas les grosses structures comme chez les NL, tu vois, où ils peuvent demain, entre guillemets, créer un DJ superstar. Chez les francophones, c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, je voudrais réussir à pouvoir créer un peu ce mouvement-là. Est-ce que Ouais. t'as des tracks de prévus avec des petits featuring dans les prochains mois? Alors, j'ai une collab en cours, mais là, qui est pour le moment dans un tiroir. On doit rebosser. Je peux pas trop teaser, malheureusement. Elle sortira cet été à un certain festival, cet été en Wallonie. Et je vous laisse faire votre enquête et comprendre avec qui c'est. Faut pas chercher loin pour comprendre. Ensuite, j'ai collaboré avec Matéor, qui compose de la musique orchestrale sur Falling, un titre que j'ai sorti il y a Ok. 1 an et demi, 2 ans. Et lui, en fait, il compose de la musique vraiment orchestrale, des trailers de films et tout ça. Et en fait, je trouvais qu'il était hyper bon dans ce qu'il faisait. Et je me suis dit, il est hard en plus. Donc, c'est lui qui bossait pour nos intros pour le festival de hard music qu'on faisait sur Minecraft pendant le Covid. Ça aussi, ça m'a aidé à tenir aussi beaucoup cette petite organisation de festival sur Minecraft. Mais et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, parce qu'il m'a dit qu'il savait faire des intros et composer vraiment de l'orchestral, c'est vraiment quelque chose de très très ciblé dans la composition. Alors je sais en faire un peu, mais lui, il a vraiment un niveau qui est hallucinant. Et je me suis dit, ok, vas-y, bosse avec nous pour le Hardcraft évidemment. Et pourquoi pas faire un feat en mélangeant un peu musique orchestrale et hard music. Et c'est de là qu'est née cette collab là. Et il y a une collab en cours avec justement un entre guillemets petit, j'aime pas dire ça, ça fait réducteur, mais un upcoming on va dire. Donc KRB dont je parlais juste avant. Donc il y a une petite collab qui est en cours et qui elle n'est pas dans un tiroir, elle est bien chaude encore. Enfin, elle est au four, s'occuper de chauffer. Au-delà de ce festival en Wallonie, est-ce que tu peux nous parler de tes prochains bookings et est-ce que tu as des dates de prévues sur Paris bien? Sur Paris, j'ai rien de prévu. Si quelqu'un qui organise une soirée sur Paris est chaud, moi je suis hyper chaud. Si, j'ai un petit truc de prévu sur Paris, mais c'est pas vraiment un booking. Mais ce sera diffusé sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, c'est toujours ça le gros problème, hein, c'est que tu peux rien dire tant qu'il y a rien qui communique. Enfin, en fait, moi je fonctionne comme ça aussi beaucoup. C'est que tant que c'est pas officiel, je communique pas, hein. Bien sûr. Mais du coup, il y a un petit truc qui est prévu sur Paris. C'est pas un événement, c'est un truc sympa. Au travers des bookings, ce week-end, je mixais au Captain, qui c'est la deuxième fois. J'ai mixé au mois de décembre et ici, j'y ai remixé ici ce week-end. C'était incroyable. Si je peux me permettre de teaser un petit peu, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. Il y a encore une date qui est prévue pour le Captain dans le courant de l'année. Je n'en sais même pas plus pour être honnête avec toi pour l'instant. Mais du coup, dans le courant de l'année, il y a encore une date qui est prévue. Ensuite, pour le reste, malheureusement, il y a rien d'annoncé, donc je peux pas trop m'avancer en fait Bien pour sûr. l'instant, mais il y a des dates qui sont prévues évidemment. Beaucoup toutes en fait pour l'instant en Wallonie. En France, là pour le moment, c'est un peu plus calme. Je réfléchis, hein, pour pas dire de bêtises parce que j'ai peur qu'après on me dise non, mais il y avait nous. Non, pour le moment en France, je pense il y a rien pour l'instant. Mais en tout cas pour la Wallonie, ouais, c'est bien chargé, et bien cool. Et pour cet été, ça commence à bien se remplir, donc je suis très très content et j'ai très hâte. Sans le savoir, t'as anticipé encore une fois la question que j'allais te poser ensuite. C'est sur le Captain, mythique en Belgique. Comment t'as préparé cette date un petit peu spéciale? Là, tu y allais 2 fois très récemment. La Yes. première fois que tu y es allé, enfin, comment tu t'es senti à l'approche de cette date? Comment vous voyez le Captain, vous, en France? Je retourne l'interview, mais comme ça, j'ai un peu de toi. Comment toi, tu vois ça? Surtout nos amis du Nord, mais je connais même des Normands qui s'y rendent régulièrement. Ok, Pour nous, c'est ouais. vraiment un complexe dédié au hard où il y a trop gros guests, une scénographie et une atmosphère assez unique. Et comme c'est pas très très loin de la frontière française, nombreux sont ceux qui y vont. Alors, étant donné que la communauté hard a grandi en France et qu'on a plus de soirées qu'avant, c'est un petit Ouais. peu moins quelque chose d'exceptionnel la sortie au Captain, mais nos amis du Nord apprécient toujours. Ok. Ben moi, en fait, faut savoir que donc quand j'avais 12 13 ans, c'est jeune, j'ai téléchargé les compiles du Captain. Et tu sais, il y avait un peu deux écoles qui se battaient. Il y avait la tectonique
Je pense que c'était plus en France, ça. Et il y avait le jump style. Et moi, j'étais team jump style, évidemment. Hein. Fallait pas me parler trop de tectonique. C'était pas pour moi. Et du coup, j'écoutais les compiles donc du Captain, du Dio. Même malheureusement, ça n'existe plus. C'était aussi une boîte en Belgique qui était avec Gavereux, Gistel au stand. Enfin, ils se sont déplacés assez souvent. Bah, c'est comme ça, moi, j'ai connu le Captain en écoutant Loïc D. Archi fan. Je faisais du jump style dans la cour de récré. Wow. C'était drôle. C'est dommage, j'ai plus ces vidéos-là. J'étais vraiment fan de ce que le Captain proposait. Donc, c'était pas vraiment du hardstyle, c'était du tech style, qui est un peu, enfin, ils ont une racine commune, mais ça, c'est un dérivé, on va dire. Et du coup, ouais, le Captain, pour moi, ça avait une immense aura parce que j'écoutais les compiles et tout, et je me disais, waouh, mais mixer là-bas, ça doit être énorme. Même si j'étais pas DJ, hein. Allez, encore à l'époque, quand j'avais 12 13 ans, je faisais de la guitare, donc rien à voir. Bah, j'y ai été pour la première fois. J'y étais très tard au Captain. Je devais avoir, ouais, 20 ans, 21 ans, je pense, quand j'ai été la première fois au Captain avec un pote. Et là, j'ai fait waouh. C'était dingue. Je me suis dit, ça, c'est une putain de boîte de nuit, tu vois. C'est vraiment le club, tu rentres, tu vois le bateau, tu fais, ah ouais, quand même. Toutes les lights et tout. Puis tu vois le DJ, enfin, tu vois le monde aussi qu'il y a dans cette boîte. Je pense que c'est 3 500 personnes, je pense, qui sont capables de rentrer, ou 2005. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que tu sais rentrer un paquet de personnes là-dedans. Et je me dis, waouh, ça doit être génial de mixer là, en fait. Et bah, du coup, ouais, j'y ai mixé au mois de décembre. Alors, c'est très rare, entre guillemets, quand je me mets la pression sur des dates. Je suis assez confiant et tout. Mais là, pour le Captain, c'est vrai que j'avais une petite appréhension. J'avais un petit stress, si je peux dire. Ouais, je me disais, waouh, enfin, quand t'étais plus jeune, t'écoutais les compiles et tout, et là, bah, Timix, tu vois, mon gars. Donc, t'as intérêt à assurer. Oh, c'était que du kiff, la première. Et ici, la deuxième, c'était incroyable. Là, je sais pas si t'as vu les vidéos ou si vous nous écoutez, je vous invite à aller voir les vidéos du Captain. C'était incroyable. Le Captain était complet. C'était vraiment dingue et ouais, après voilà, enfin c'est une boîte de nuit, mais ça ressemble vraiment à un mini event, si je peux dire. La puissance du son, tout le matos qu'il y a derrière, le show light, enfin c'est vraiment vraiment quelque chose d'incroyable et je croise les doigts pour que chaque DJ qui nous écoute puisse être derrière les platines là un jour parce que la sensation que ça fait, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment cool. Mais du coup, ouais, j'y étais avec un peu d'appréhension la première fois et la deuxième fois, donc ce week-end, une énorme hype où je me suis dit, ouais, vas-y, ça va être trop bien, quoi. Enfin, c'est mon moment, quoi. Wow. Eh ben, écoute, ça fait vraiment plaisir d'entendre un tel enthousiasme à te voir raconter cette aventure, parce qu'il y avait un fort côté émotionnel. On est arrivé au terme de cette interview. Castile, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs? Ah bien, merci à vous d'avoir écouté cette petite interview. Merci beaucoup à toi, Benoît, d'avoir pris le temps pour cette interview. Merci beaucoup à l'équipe de Passion BPM. Continuez à faire ce que vous êtes occupé de faire. C'est bien qu'il y ait des médias comme ça qui permettent de relayer l'info et qui permettent aussi d'aider bah, justement les artistes qui soient francophones. T'as dit que t'avais fait une interview de Rick Grave. Ah bah ça, je trouve ça génial que vous ayez mis ça en place. L'interview de Guillaume, donc du Hardcase, bah, c'est génial aussi. Parce que justement, je pense qu'on a tous les francophones ont besoin d'être mis en lumière. Bah, vous y contribuez et continuez à faire ce que vous faites. Et vous, les gens qui êtes occupés d'écouter, bah, continuez à écouter parce que c'est justement bah, grâce à vous, vous leur donnez de la motivation, je suppose. Quentin, merci d'avoir répondu à mes questions. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Castile DJ, également sur ta chaîne YouTube. Et quant à nous, on peut nous retrouver sur Instagram, Passion BPM, sur notre site internet passionbpm.fr